Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Chaque mois, vous le savez, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, pour nous accompagner, Didier Bruno. Bonjour Didier. Bonjour Christophe. Membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Aujourd'hui, ensemble, nous parlons La cybersécurité des entreprises. Et la question de l'internaute ? Le plafond de la dette aux États-Unis. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Dans notre dossier, la difficile renaissance d'une filière jadis bien connue, la consigne des emballages en verre. Des consommateurs aux distributeurs, en passant par les producteurs, tous sont à remobiliser autour d'un enjeu à la fois écologique et économique. C'est le défi à Grenoble d'Alpes Consigne. À la rubrique innovation, de l'hydrogène stocké sous forme solide dans un disque. Et puis focus sur un métier rare, celui d'obtenteur de variétés de roses. Dans la plaine de la Bièvre, François Félix en a fait un art. Les croisements, les hybridations n'ont plus de secret pour lui et ces mariages donnent des merveilles dans les plus beaux jardins du monde, dont celui du potager du roi à Versailles. Avoir une longueur d'avance sur les escrocs potentiels, c'est le secret des meilleures défenses et cette stratégie est aussi valable pour se prémunir des cyberattaques. Phishing, exploitation d'une faille, arnaque au président, elles peuvent prendre plusieurs formes et en 2022, près d'une entreprise française sur deux aurait été affectée. Quels sont les risques encourus? Quelles sont les conséquences? On fait le point avec vous Didier. Alors oui Christophe, la cybersécurité c'est une préoccupation majeure de nos clients, de toutes les entreprises, parce que vous le savez, l'intensification des usages digitaux, l'ultraconnexion par Internet, les paiements en ligne, le développement des objets connectés, mais aussi le télétravail, où quelque part on ouvre vers l'extérieur un système d'information, ont contribué au développement exponentiel des cyberattaques ces dernières années. En 2022, un chiffre quand même qui fait un peu froid dans le dos, 45% des entreprises ont constaté une cyberattaque et en moyenne, c'est 3 attaques sur l'année. Voilà, donc très important. Les formes de ces cyberattaques, vous les connaissez. Le phishing, bien sûr, l'exploitation des failles, l'arnaque au président, très important, hein, usurpation de l'identité d'un dirigeant qui est souffrant, qui est en vacances, pour exiger d'un collaborateur, qui dans ces cas-là est sous emprise psychologique, de faire une opération. On a eu l'exemple d'une comptable qui travaillait depuis 25 ans avec son dirigeant et qui, le couple, j'allais dire, s'est fait avoir sur un virement frauduleux. Une attaque aussi qui est en fort développement, c'est bien sûr tout ce qui est le rançon logiciel. Donc, quelque part, un logiciel espion rentre sur votre système informatique, on vous capture vos données et contre une rançon, très souvent en bitcoin, eh bien, on vous promet de restituer ces données. À la question qu'on me pose toujours, faut-il payer ? Dire officiellement non, bien sûr, il ne faut pas payer, mais bien sûr, chaque cas doit être étudié dans la discrétion. 30%, alors il y a l'usage du cloud également qu'il faut surveiller, puisque vous savez que 30% des entreprises hébergent plus de la moitié de leur système d'information dans le cloud. Et là aussi, il faut être extrêmement vigilant, car c'est une nouvelle porte d'entrée dans le système d'information de votre entreprise. Voilà, donc il faut vraiment veiller à la bonne gestion et la bonne surveillance de toute la chaîne informatique de l'hébergeur. D'autant que ces cyberattaques, elles deviennent de plus en plus professionnelles, elles se professionnalisent. Oui, alors elles deviennent de plus en plus professionnelles. C'est des cybercriminels qui vont se former sur le darknet, qui vont aller chercher des informations, des logiciels sur le darknet. Donc c'est vrai que c'est devenu un vrai business. Les conséquences peuvent être graves. Alors les conséquences peuvent être graves. On considère qu'en moyenne, c'est à peu près 350 000 à 400 000 euros de perdus. Mais il y a eu des dossiers qui ont été médiatisés dans la presse avec plusieurs dizaines de millions d'euros. Voilà, donc j'allais dire, la cyberattaque, c'est toujours une perte financière, in fine. Et quelles sont les entreprises les plus concernées ?
Alors les TPE, les PME, le secteur de la santé, également les hôpitaux qui ont été touchés l'année dernière, et puis bien sûr les collectivités locales. Il y a des secteurs qui sont plus protégés que d'autres, vous l'imaginez, ça nous rassure, la finance, les banques bien sûr, les secteurs de l'énergie. Mais c'est vrai que le luxe, les services et certains, le secteur des services au sens large et certains services publics sont en train d'essayer de rattraper leur retard sur ces investissements pour se protéger de la cybersécurité. Comment est-ce qu'on peut se prémunir en anticipation ? Alors, en anticipation, nous, ce qu'on recommande, c'est plusieurs choses. La première des choses, c'est bien sûr la formation du personnel. Et c'est une formation qui ne doit pas être faite one shot, j'allais dire, mais c'est une formation qui doit être faite en permanence au fil de l'eau, parce que on a tous tendance à considérer, à titre personnel ou professionnel, que les attaques, c'est pour les autres, c'est pas pour soi. Donc la formation du personnel, des tests, des exercices aussi, des faux mails qu'on envoie. Nous, on l'a régulièrement, cet exercice de faux mails, et je me fais régulièrement avoir. Donc je crois que c'est une vraie discipline et une vraie hygiène de vie que d'entraîner les collaborateurs sur la cybersécurité. Ensuite, bien sûr, c'est le rôle d'un RSSI, d'un responsable de système sécurité d'information, qui est là pour, j'allais dire, poser les jalons stratégiques de défense informatique de l'entreprise. Mais c'est vrai que c'est une fonction sur laquelle il y a une grosse pénurie de collaborateurs. On considère qu'il y a à peu près 20 000 RSSI qui devraient être qui manquent aujourd'hui sur les entreprises. Et puis ça coûte cher, un RSSI. Donc moi je conseille toujours aux TPE, aux PME aussi d'aller vers des entreprises extérieures. Il y en a beaucoup dans notre belle région qui sont spécialisées là-dessus, qui font un état des lieux de votre système et qui ensuite vous proposent bien sûr des plans de remédiation et des plans d'action. Alors ce que nous disent très souvent les clients, c'est que c'est cher. Mais avant, c'est toujours cher et après, c'est trop tard. Ouais. Donc, il faut être extrêmement là-dessus, extrêmement lucide. Le premier conseil qu'on peut donner au chef d'entreprise, c'est de partir sur un diagnostic de son... Un diagnostic de son système. Il y a beaucoup de bon sens. Diagnostic et formation du personnel. Merci beaucoup Didier Bruno pour ces précisions. En moyenne, le coût généré par une cyberattaque, vous le disiez, autour de 375 000 €. Voilà un bon argument effectivement pour y réfléchir. Convaincre les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, c'est le pari qui permettra de remettre en place toute une filière, jadis bien connue, celle du réemploi des emballages en verre. Le système de consigne qu'utilisaient avec beaucoup de bon sens nos grands-parents peine à revenir et à redevenir un réflexe. Il est pourtant très vertueux à la fois sur le plan écologique et du point de vue économique. On en parle avec Cécile Forgue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice d'Alpe Consigne, une entreprise qui est d'abord née sous forme d'association et qui est devenue une SIC, une société coopérative, tout récemment. Exactement, en 2021, on a fait la transformation. Voilà. Vous avez été lauréate en 2022 du Trophée des Ailes du réseau Femmes Chefs d'entreprise Grenoble-Alpes. Cette société coopérative, Alpe Consigne, elle rayonne sur notre région alpine ? On travaille sur 3 départements, donc la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère. Et nos locaux sont implantés à Grenoble. Alors je le disais, la consigne, c'est un enjeu à la fois écologique et économique. Expliquez-moi. Exactement. Donc du côté écologique, l'idée du réemploi, c'est vraiment donc, de partir sur une bouteille qui va être lavée, avec à la clé des économies d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on parle de 79% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à une bouteille recyclée. C'est aussi des économies d'énergie, donc de l'ordre de 76%. Et pour l'eau, même si ça peut paraître contre-intuitif, on parle de 30 à 50% d'économies d'eau pour une bouteille réemployée, en comparaison toujours avec le recyclage. Oui, parce qu'il faut bien faire la différence à ce stade entre la bouteille que je vais mettre dans la colonne à verre et qui se brise, qu'on doit refondre, etc., et celle que vous proposez, vous, de réutiliser telle qu'elle. C'est bien ça, oui. Donc là, on sort d'un statut de déchet pour la bouteille à partir du moment où on a fini de l'utiliser pour son usage initialement prévu. On reste du coup sur une bouteille qui est complètement intègre et de la même façon qu'au quotidien, on lave notre vaisselle une fois qu'on a fini de manger. C'est une image qui est assez simple à percevoir. Et là, la bouteille est en parfait état de refonctionner, donc on va tout simplement la laver
et la redistribuer aux producteurs implantés sur notre territoire. Alors vous nous dites tout simplement, on va voir dans un instant que ce n'est pas aussi simple que ça. On peut juste préciser qu'une bouteille classique peut être réutilisée combien? Une vingtaine de fois au moins? Elle peut être réutilisée jusqu'à 50 fois, les études disent ça. Après, la moyenne se situe à 20 fois. Et c'est pertinent de faire du réemploi dès la deuxième réutilisation. Donc ça permet d'économiser l'énergie nécessaire à la refonte et à la reconstruction d'une nouvelle bouteille, j'ai bien compris. Ça permet de limiter aussi l'explosion des prix de l'énergie, particulièrement sensible ces dernières années. Et puis accessoirement, ça permet aussi d'atténuer les effets de la pénurie de bouteilles sur le marché. Tout à fait, c'est vraiment ce qu'on a constaté en 2022. Avec les problématiques de pénurie d'accès aux bouteilles en verre et avec l'augmentation des coûts de l'énergie. Des producteurs qui initialement n'étaient pas forcément intéressés d'un point de vue environnemental se sont vraiment tournés vers nous en tant que fournisseurs de bouteilles et en capacité du coup de fournir des bouteilles moins chères que celles qui sont neuves. Voilà. Alors je le disais en introduction, c'est toute une filière qui est à reconstruire. Nos grands-parents, les plus anciens d'entre nous connaissaient la consigne. C'était quoi, jusque dans les années 80-90, on allait au supermarché, on ramenait ses bouteilles et on gagnait un bon d'achat en échange. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'en faire un véritable objectif stratégique. C'est les annonces de qui sont complètement dans l'actualité puisqu'elles sont parues la semaine dernière. Il y a des objectifs donc, de faire en sorte que la consigne pour le réemploi des bouteilles en verre, c'est vraiment la dernière annonce qui a été faite, devienne une réalité d'ici à 2 ans. Et progressivement, les supermarchés, les hypermarchés seront, en fonction de leur taille, obligés d'y venir et de s'y mettre, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, la pratique est encore assez marginale. Oui, on reste sur quelque chose d'anecdotique, même si les chiffres sont vraiment dans une forte ascension. Bien sûr, du coup, le réemploi représente aujourd'hui, on disait 1% de ce qui circule sur le marché. C'est très très faible. Il y a cet objectif d'atteindre les 10% à horizon 2025. 2027, ouais. 2027, pardon. Et en fait, la position d'Alpe Consigne, c'est réellement... Donc, j'aime bien quand même ce terme de simplicité, puisqu'on est là pour permettre aux différents acteurs de la boucle d'avoir quelque chose de coordonné et qui soit suffisamment simple pour être pérenne et durer à long terme. Alors précisément, on en vient à votre travail chez Alpe Consigne. Je le disais, toute la filière est à reconstruire. Alors le producteur, le distributeur et le consommateur. On va commencer par le producteur. Il faut convaincre les producteurs, donc en gros une microbrasserie, un viticulteur, j'ai bien compris, oui, quelqu'un qui produit du lait, pourquoi pas, d'utiliser des contenants réutilisables. Oui, complètement. Donc on travaille vraiment avec tous les producteurs qui auraient besoin d'emballer leurs produits dans une bouteille en verre. C'est vraiment le seul critère, donc d'être plutôt sur du liquide, voilà, aujourd'hui. Les arguments sont économiques, écologiques et dans la simplicité aussi de la solution qu'on propose, puisqu'on fait à la fois l'accompagnement pour que le producteur bascule sur une bouteille qui est compatible au réemploi ou qu'on puisse valider que celle qu'il utilise déjà est compatible. Et il y a aussi tout l'accompagnement qui est réalisé souvent avec les imprimeurs pour accompagner sur la partie étiquette, donc qui est vraiment le deuxième enjeu technique qu'on peut rencontrer pour faire entrer des nouveaux producteurs dans le réseau. Oui, avoir des bouteilles homogènes et en gros des étiquettes qui se décollent facilement. Exactement, et qui continuent de correspondre aux attentes aussi du producteur d'un point de vue marketing. Donc ça veut dire des colles plus solubles pour les laver plus facilement. Aujourd'hui, vous travaillez chez Alpe Consigne avec combien de producteurs? On a 35 producteurs qui sont membres du réseau. Et concrètement, ce chiffre-là, c'est vraiment 35 producteurs dont on peut trouver les références dans le réseau de magasins qui sont également en point de collecte. C'est des producteurs de quoi? Producteurs de bière, donc brasseurs, vignerons, producteurs de jus. Il y a également un producteur de kombucha et pas encore disponible sur le marché, mais pour dire un peu l'étendue de ce qu'on peut faire en termes d'accompagnement, il y a un producteur qui fait du tonic avec lequel on est en train de travailler pour bientôt. Alors, on a vu le producteur, le distributeur maintenant, du coup le magasin dans lequel le consommateur va venir rendre sa bouteille consignée contre des bons d'achat, c'est ça le principe? Alors non, justement, on parle bien de réemploi et pas de consigne, malgré le nom qu'on a choisi pour l'entreprise,
Parce qu'aujourd'hui, on a pris le parti de développer le réseau sans mettre en place un système de rétribution financière. Donc pas de contrepartie. Il n'y a pas de contrepartie, ou quand il y en a une, c'est toujours au choix du magasin ou du producteur qui le met en place et qui le gère en local. Aujourd'hui, vous travaillez avec une centaine de magasins sur les 3 départements. C'est ça, 107 magasins, dont la moitié du coup en Isère. Concrètement, ça s'organise comment? Parce que c'est quand même une logistique derrière tout ça. Exactement. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on a plein de branches différentes dans notre activité. D'un point de vue logistique, donc, on a déjà une partie, on est en capacité de fournir aux magasins les outils logistiques. Donc concrètement, c'est les caisses dans lesquelles les bouteilles vont être déposées en attente de la collecte. Et ensuite, une fois que le magasin a atteint le seuil pour lequel on s'est mis d'accord sur le nombre de caisses qui allaient être disposées dans le magasin, il nous contacte et on organise la collecte. Alors, ça veut dire que vous allez chercher concrètement ces caisses. Ça veut dire qu'il faut trier les bouteilles. Exactement. On a plusieurs solutions pour la collecte des bouteilles. Donc, au niveau de Grenoble, on a mis en place un partenariat avec Tout en Vélo, ce qui nous permet d'avoir une logistique complètement décarbonée sur l'agglomération. Et quand c'est pas Tout en Vélo qui le fait, par exemple, ce matin, j'étais en train de collecter encore des magasins. Et après, donc, toutes les bouteilles qui sont récupérées dans l'ensemble des magasins partenaires sont ramenées à Grenoble. On a donc notre entrepôt logistique sur Grenoble dans lequel on va faire le tri des bouteilles. On va les recatégoriser par typologie, donc une bouteille de limonade, une bouteille de vin, une bouteille de bière. Tout ça pour optimiser ensuite le transport vers l'unité de lavage. Qui est dans la Drôme. Exactement. Qui est mutualisé entre plusieurs structures comme la vôtre, au niveau de la région. C'est là que, du coup, que les bouteilles sont lavées, on enlève l'étiquette, on les lave et on les remet sur le marché, on les reconditionne en palettes. C'est ça. Aujourd'hui, on est sur un reconditionnement similaire à du neuf, ce qui permet de limiter aussi, dans un premier temps, les changements de pratique pour nos clients qui se retrouvent du coup avec un produit avec lequel ils ont l'habitude de travailler. Et alors, autre maillon de cette filière, le consommateur, tout part aussi de lui, enfin, il est aussi essentiel. Effectivement, nos grands-parents connaissaient bien ce geste. Il faut réussir à le convaincre et à lui expliquer. Tout à fait. Donc, c'est vraiment le premier maillon de la chaîne, dans le sens où, sans retour de la part du consommateur, derrière, on n'a pas de matière première pour travailler. C'est un peu notre fournisseur, quelque part. Et donc, on est vraiment sur un enjeu de reprise d'habitude de la part du consommateur, d'évolution d'habitude. Aujourd'hui, les gens ont peut-être pour la plupart l'habitude d'aller à la benne à verre. Là, le parti qu'on a pris de travailler du coup avec les magasins alimentaires, c'est aussi de simplifier le geste de retour, puisqu'il s'agit de simplement mettre les bouteilles dans son cabas pour retourner faire ses courses. Ça évite les oublis. Voilà. Effectivement, c'est un sacré défi. Alors, il y a un petit logo sur les bouteilles qu'on achète et dont on sait qu'on pourra réemployer la bouteille. Exactement, il y a ce deuxième enjeu, donc au-delà de la prise d'habitude, de permettre aux gens d'identifier quelles sont les bouteilles qui sont réemployables et de les distinguer de celles qui seraient encore à usage unique. Avec ce logo, du coup, qui est un logo qui fonctionne à l'échelle nationale et sur lequel on se coordonne avec 9 autres opérateurs. Et donc ce logo qui ressemble, un peu compliqué à décrire, mais qui ressemble à une combinaison de flèches qui convergent vers une bouteille en transparence et qui peut être retrouvée donc sur les étiquettes des producteurs qui ont été accompagnés par Alpe Consigne, souvent doublée d'une vignette pour faciliter la prise d'habitude. Alpe Consigne, vous nous le disiez, existe depuis quelques années, 3 ou 4 ans. L'objectif est d'atteindre 3 millions de bouteilles collectées et triées chaque année, réemployées chaque année. Aujourd'hui, on est à 60 000, mais vous constatez cette année, du coup, vous nous le disiez, une accélération de l'accroissement. Exactement, on est sur une courbe loin d'être linéaire, plutôt exponentielle. Il faut savoir que pour avoir un peu une idée de la croissance, l'an dernier, on collectait environ 60 000 bouteilles. Là, en juin, depuis janvier, on a collecté 60 000 bouteilles et on collecte plus 18% chaque mois, de mois en mois. Donc la croissance est là et c'est vraiment lié à l'agrandissement du réseau, donc le nombre de points de collecte qui devient de plus en plus grand, le nombre de producteurs aussi qui s'accroît, donc l'offre est plus large pour le consommateur. Et la prise d'habitude, le fait de communiquer aussi auprès du grand public qui joue son rôle forcément. 2023 sera une année charnière. 2023, l'année du réemploi.
Ça sera, oui, c'est une grande année pour nous. Vous sentez en tout cas que à la fois le public, les producteurs, les distributeurs commencent à adhérer et vous appellent plus spontanément? Alors, je dirais qu'on va rencontrer de nouveaux enjeux maintenant parce qu'on va se tourner vers un secteur qui est un peu plus éloigné peut-être de ces pratiques-là. Les premiers distributeurs du réseau étaient des magasins qui ont aussi d'autres services de type vrac, etc., qui sont à destination de leurs clients. Donc le réemploi venait comme une offre complémentaire à ce qui était proposé. Maintenant, l'objectif de Alpe Consigne, c'est vraiment de permettre le réemploi pour tous, partout, et de façon la plus simple possible. Donc il va falloir s'attaquer aux grands distributeurs. Et... Les supermarchés, hypermarchés, grand public, c'est ce que j'entends. Oui, complètement. Parfait, en tout cas tous les détails sont sur votre site internet alpeconsigne.fr qui est très bien fait, qu'on soit consommateur, producteur ou distributeur, on a effectivement le bon onglet sur lequel aller, et puis pour les consommateurs, bien évidemment il y a la liste des magasins dans lesquels on peut se rendre pour participer à cette... Avec une carte et le logo du coup à découvrir sur le site. Merci beaucoup Cécile, merci d'être venue. On précise d'ailleurs que dans notre métropole de Grenoble, chaque année, un habitant jette en moyenne 30 kilos de verre. Ça représente 11 000 tonnes au total, dont une bonne partie pourrait être réemployée via le système de consigne que vous venez de nous présenter. Complètement. Réussir à stocker de l'hydrogène sous forme solide, c'est l'exploit d'un groupe de chercheurs du CNRS de Grenoble. L'enjeu est de taille, puisque si l'hydrogène est 3 fois plus performant que les combustibles fossiles, il prend aussi plus de place et il nécessite plus d'énergie pour le comprimer et le stocker. La solution pourrait donc venir de cette innovation grenobloise et être déterminante dans la lutte contre le changement climatique. Reportage. Une équipe de chercheurs de Grenoble a développé une technologie fondée sur le stockage solide de l'hydrogène, une innovation déterminante dans la lutte contre le changement climatique. Nous avons stocké ici dans un disque de cette dimension, qui doit faire 1 litre de volume, nous avons stocké l'équivalent de 650 litres d'hydrogène gazeux. Sous forme de gaz comprimé, c'est comme si on l'avait compressé à 650 bars, alors que ça tient à température ambiante dans l'atmosphère et il n'y a aucune réactivité. Les chercheurs français sont finalistes dans la catégorie recherche du prix de l'inventeur européen. Ce prix récompense les chercheurs dont les innovations ont apporté des réponses aux défis de notre temps. L'utilisation de l'hydrogène décarboné est cruciale. Il offre une performance 3 fois supérieure au combustible fossile, mais son stockage et son transport nécessitent plus d'espace et d'énergie. Dans le futur, lorsqu'il y aura beaucoup de voitures alimentées et avec de l'hydrogène, il faudra donc beaucoup de quantité d'hydrogène pour une station-service. L'idée générale, c'est produire de l'hydrogène sur place avec un électrolyseur, stocker dans nos réservoirs sans aucun danger, puisqu'on stocke sans pression. Et après, on reprend l'hydrogène, on redésorbe cet hydrogène depuis nos réservoirs et on le comprime directement dans les réservoirs des voitures. De nombreuses entreprises étrangères sont déjà intéressées et investissent dans le projet. En Norvège, la décarbonation des transports est une priorité. Ils souhaitent installer des réservoirs à hydrogène solides sur leurs ferries. Des étrangers sont venus nous retrouver en disant « Ce que vous avez développé, c'est très intéressant. On voudrait que vous repreniez en main cette unité qui est arrêtée par McPhy. On va mettre en place toute une équipe de production pour produire 24 heures sur 24 des hydrures et fabriquer des pastilles pour les mettre dans des réservoirs. » Donc il y a beaucoup d'activités qui vont se greffer tout autour. La France consomme près de 900 000 tonnes d'hydrogène par an, en grande partie carboné, responsable d'un rejet dans l'air de 9 millions de tonnes de CO2. Le principal défi du secteur reste encore de pouvoir décarboner sa production. Et avec cette solution, la densité de stockage est beaucoup plus importante que le stockage habituel de l'hydrogène. Ainsi, un porte-conteneur pourrait contenir 5 fois plus de combustible que lors d'un chargement classique. Par ailleurs, un disque d'hydrogène peut être stocké pendant de très nombreuses années sans se dégrader.
Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpedécideurs@telegrenoble.net. Didier, aujourd'hui, une question sur la dette US. Le plafond de la dette US, qui a beaucoup défrayé la chronique en mai dernier, donc au début du printemps, c'est une spécificité américaine. En fait, c'est le montant maximum que le gouvernement fédéral peut emprunter sur les marchés financiers. Je crois que ça date de 1917 pour soutenir l'effort de guerre des États-Unis qui entraient en guerre, première fois de leur existence, sur le front de la Première Guerre mondiale. Alors ce montant, il est de 31 400 milliards de dollars. Ça représente 123% du PIB des États-Unis. Et seul un vote du Congrès peut rehausser ce montant. Voilà, donc globalement, c'est quelque chose d'important. Alors si jamais il y a un blocage, et vous avez vu qu'il y en a beaucoup dans l'histoire américaine, des blocages, les blocages doivent entraîner donc une baisse, j'allais dire, des investissements du gouvernement fédéral, une baisse du versement des pensions, donc des conséquences sociales et politiques très importantes. Et puis, on peut aller jusqu'à le défaut de paiement, qui est ce qui agite beaucoup la planète financière et l'économie mondiale. Si jamais les États-Unis faisaient défaut sur le paiement de leurs dettes, ce serait une catastrophe absolue pour les marchés financiers. Alors, bien entendu, on n'arrive pas à cette extrémité. C'est une véritable arme politique avec un suspense politique, puisque je crois que 80 fois le sujet qui avait été soulevé, on se rapprochait du plafond, a été réglé. Donc il n'y a jamais eu ce défaut des États-Unis. Mais c'est une arme politique redoutable entre républicains, démocrates. Et jusqu'ici, ça se finit bien. Mais en tout cas, je pense qu'il faudrait une réforme en profondeur de ce système qui est un système extrêmement anxiogène pour les marchés financiers. Voilà. Voilà donc pour ce plafond de la dette américaine. Et ça a été réglé donc en mai 2023 pour cet épisode, suite au prochain épisode. Merci beaucoup, merci Didier pour ces précisions. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpedécideurs@telegrenoble.net. C'est un magicien que nous mettons aujourd'hui à l'honneur, sans doute l'un des meilleurs rosiéristes en Europe, un obtenteur, c'est un Isérois, c'est le père de nombreuses variétés de rosiers, à la fois marieur et accoucheur, au prix de méticuleuses sélections, d'hybridation et surtout d'une infinie patience. Il crée des spécimens toujours plus beaux, plus étonnants et aussi plus faciles à cultiver pour les jardiniers. François-Félix, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre pépinière, votre laboratoire, je ne sais pas comment on doit dire, est installé au Grand Lens, dans la Bièvre. Oui, c'est bien ça, c'est une pépinière. Mais des serres qui ressemblent aussi un peu à des laboratoires, avec des étiquettes, avec... Oui, alors laboratoire, je me refuse toujours à employer le mot. On travaille d'abord avec la nature et ça se passe en général pour la plupart du parcours de sélection à l'extérieur, mais la naissance et le développement des 2 premières années des bébés que l'on obtient, effectivement, se passe à l'intérieur sous abri dans une serre. Bon, alors on va revenir sur votre métier, mais vous avez d'abord l'habitude, on va vous présenter, l'habitude de dire que vous êtes finalement un garçon né dans une rose plutôt que dans un chou. Oui, c'est ça. Pour un garçon, c'est original, oui, de naître dans une rose, mais j'ai eu la chance de naître dans une famille de rosiéristes. Mon grand-père a créé l'entreprise dans les années 20. Mon père a poursuivi et je me suis associé à lui à la fin des années 80. Je travaille aujourd'hui avec mon beau-frère, on travaille toujours en famille. Bon, alors vous avez appris du coup la culture des rosiers, le greffage et l'art de l'hybridation tout jeune. Oui, alors comme dans toutes les familles du monde agricole, on commence très jeune. On commence très jeune d'abord parce qu'on s'intéresse aux tracteurs et puis on est attiré effectivement par ces beaux aspects du métier. Très vite, on est rattrapé par la réalité parce que son papa nous apprend à greffer. Le greffage qui est une des opérations essentielles dans la culture des rosiers. Donc quand on est enfant de rosiériste, ça s'apprend vers l'âge de 10-12 ans. Et puis ensuite, on part à l'école, on fait quelques études et on s'intéresse à la reprise de l'entreprise. Ouais, vous avez fait l'étude du paysage à Versailles, soyez pas modeste. Enfin, en tout cas, on voit de très très belles images ici de votre exploitation. Les roses... les consommateurs ne s'y trompent pas, c'est aussi l'amour d'une fleur en particulier. On a la chance incroyable quand on est rosiériste de proposer
un produit qui fait rêver. La rose, dans la civilisation occidentale, c'est le symbole de l'amour. Et elle est indissociable des grands événements de notre vie. Et effectivement, on a la chance de pouvoir offrir quelque chose qui fait du bien à tout le monde. Puis, anecdotiquement parlant, c'est une fleur qui a des formes, des variétés, très très diverses. Je crois qu'il n'y a pas plus divers que ça. La palette de formes, de couleurs, alors quand je dis de formes, c'est aussi bien pour la fleur que la plante. La palette n'est pas totalement infinie, mais en tout cas, elle offre énormément de combinaisons possibles. Et pour moi, qui ai fait une partie de ma carrière en tant que paysagiste, concepteur paysagiste, aujourd'hui, l'obtention de variétés nouvelles passe toujours par le regard que j'ai sur les utilisations qu'on peut en faire. Et ça me paraît essentiel dans la démarche de création d'une nouvelle variété. Oui, parce qu'on va évidemment évoquer votre métier. Alors, sur votre exploitation, vous produisez des rosiers. Je crois qu'il y a 400 variétés à votre catalogue. Et votre spécificité, c'est que vous êtes en plus obtenteur de variétés. Vous créez des nouvelles variétés, et ce depuis 2006. Oui, depuis 2006. Je disais, mon grand-père a commencé en 1920. Il était cultivateur, il produisait des rosiers. Mon père ensuite a poursuivi et a fondé dans les années 90 avec des confrères lyonnais une maison d'édition pour diffuser des nouvelles variétés en France. Et je me suis intéressé au fil de mon parcours professionnel à la création de roses nouvelles. Et je me suis lancé en 2006 lorsque je me suis senti capable. Parce que mes connaissances étaient suffisantes dans le monde de la rose pour aller vers de nouvelles créations. Alors les premières créations sont sorties en 2014 parce que ça prend du temps. Je le disais en introduction, vous êtes à la fois un marieur et un accoucheur finalement. C'est un métier rare, j'ai envie de dire un métier d'art que vous êtes très peu en France à faire. Oui, on est une quinzaine en France, je crois. Bien que la France soit très bien représentée au niveau mondial, on est une quinzaine d'obtenteurs français à introduire régulièrement des nouvelles variétés sur le marché. Il y a de grandes maisons en France, connues et reconnues internationalement. Et le niveau de technique et le niveau de performance des créations françaises est très intéressant au niveau mondial. Alors on parle souvent dans cette émission, Didier, d'innovation. Eh bien, là, on a une nouvelle illustration avec cette maîtrise de l'art du mariage. Vous faites naître de véritables petits bijoux. On va découvrir ça, une histoire de passion et de patience. Reportage. Elles ont vêtu leur plus belle robe. C'est leur façon à elles de piquer notre curiosité. Mais avant cela, il faut les faire naître. Au Grand Lens, la roseraie Félix donne la vie aux roses en les accouplant. Donc j'enlève les pétales, hop, comme ça. Et après, le principe, c'est d'enlever tout le pollen qui se trouve autour des pistils. C'est un travail très minutieux qu'Anne-Lise doit réaliser de fleur en fleur. Voilà, donc là, il ne reste plus que le pistil. Et après, on vient mettre du pollen d'un autre rosier sur ce pistil. Et après, il y a un nouveau fruit. Et il faut que le fruit vienne à maturité pour faire des graines. Et là, on met bien une étiquette avec un numéro pour se rappeler de quelle combinaison c'est, pour savoir le père et la mère. Chaque combinaison est réfléchie à partir de 2 fleurs avec des caractères intéressants, car l'hybridation est complexe et imprévisible. C'est pas parce que la maman est rouge et le papa est rouge qu'on va avoir des bébés rouges. Obtenteur de roses est un métier rare et un métier d'art. Ici, ils effectuent 3000 croisements chaque année pour finalement ne garder qu'une seule variété. Et il faut 8 ans entre la fécondation et la sélection ultime pour voir peut-être un jour éclore la rose de ses rêves. Mon Graal, depuis que j'ai commencé en 2006, c'est de trouver une rose orange à grandes fleurs parfumée qui soit suffisamment résistante pour qu'on puisse l'utiliser dans le paysage ou dans les jardins d'amateurs, mais sans s'en occuper, sans beaucoup la tailler et surtout sans la traiter, puisqu'un rosier doit pouvoir pousser tout seul.
Et en attendant de voir ses rêves fleurir, la roseraie Félix continuera d'œuvrer en toute humilité, car soumise aux lois de la nature. Bon, François, en fait, vous jouez le rôle d'une abeille, quoi. Vous transportez du pollen, des étamines vers le pistil en espérant que le bébé soit beau, résistant, fort. Alors, en l'occurrence, l'abeille, on l'a vu dans le reportage, c'est Anne-Lise. C'est elle qui fait l'opération de pollinisation de chacune des roses. Ces croisements, 3000 croisements par an, c'est ce que vous testez. Oui, c'est ça. 3000 combinaisons, 3000 fleurs fécondées. Il y a moins de combinaisons que cela parce qu'il y a, pour les combinaisons les plus intéressantes, on les répète plusieurs dizaines de fois. Puisqu'on s'aperçoit au fur et à mesure que l'on avance dans le travail de sélection qu'il y a des combinaisons plus intéressantes que d'autres. Et puis après, alors donc, qu'on comprenne bien, après on attend que le fruit se forme après la fécondation, hein, on collecte les graines, on sème les graines l'année suivante et on voit ce qui pousse. Oui, je le répète, on travaille avec la nature et la nature nous oblige à respecter son temps. Et à la base, on fait donc le travail de l'abeille, puisqu'on vient effectuer la pollinisation de manière manuelle. Et après, les choses se passent de la manière la plus naturelle possible. Et c'est là que, effectivement, la nature reprend ses droits. On est obligé d'attendre que le fruit mûrisse. On récolte les graines, on sème les graines. Et là, on se situe à l'hiver, alors qu'on a fait la fécondation l'été. On attend qu'il y ait une germination. On observe les premiers petits rosiers qui ont germé. Et là, pour moi, j'attends encore un an avant de faire la première sélection. On va dire que les rosiers passent un an à la crèche avant d'aller à l'école. Et lorsqu'ils sont sélectionnés pour la première fois, effectivement, ils rentrent dans un cycle qu'on pourrait comparer au cycle de l'école ou de l'éducation pour les enfants, puisqu'on parlait de mariage, on parlait d'enfants, continuons la métaphore. Et à ce moment-là, pendant plusieurs années, après donc ces 2 premières années, on va observer en pépinière, après les avoir greffées à l'extérieur, ces nouvelles variétés, on va observer leur comportement face aux éléments, que ce soit la chaleur, la pluie, le gel, la neige, que ce soit les agressions extérieures, les maladies des plantes, puisque bon, les rosiers sont réputés être sensibles à un certain nombre de maladies comme l'oïdium ou les taches noires. Et le but pour nous, sélectionneurs, c'est d'arriver à obtenir des variétés naturellement résistantes, qu'il n'y ait plus besoin, pour lesquelles il n'y a plus besoin de faire de soins autre que leur donner la nourriture. Le plus beau et le plus fort. Il faut 8 ans, on l'entendait dans le reportage, 8 ans pour créer une variété nouvelle. Entre 2002 et 2014, vous avez ainsi créé 14 variétés de roses. Et j'évoquais tout à l'heure celle que vous avez installée à Versailles, la toute dernière création, Potager du Roi. Oui, alors le Potager du Roi, c'est un rosier hybride de Rosa rugosa. Rosa rugosa, c'est un rosier botanique, un rosier originel. Ce qui est intéressant de travailler avec des hybrides de rosiers botaniques, c'est qu'on va se retrouver au plus près des résistances que la nature a mises en place. Et lorsque l'on arrive à combiner ces gènes de résistance originels, qui sont donc les plus forts si on veut aller vers de la résistance pour les nouvelles obtentions. Lorsqu'on arrive à combiner ces gènes originels avec d'autres caractères issus de variétés modernes qui ont des caractéristiques esthétiques très intéressantes, ben là on a gagné quelque part la partie qu'on joue. Bon, alors on pourrait citer la Rêve de Gosse aussi, qui est une autre variété made in Le Grand Lens, Pupetière, en hommage au château de Pupetière, la Gabriella de Monaco, qui est aussi toute récente, et puis la Laure Calamy. Oui, Laure Calamy, qui est une variété qui sort cette année sur le marché, qui va être en vente pour la première fois à l'automne et au printemps prochain, et qui a obtenu dans les concours internationaux de grosses récompenses. Ça a été parmi mes premières médailles d'or.
et une médaille d'or en Suisse à un concours l'année dernière, et cette année le premier prix du concours de la Société nationale d'horticulture française, qui est une vraie belle récompense. Et qu'est-ce qui lui vaut cette récompense? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette Laure Calamy? Alors c'est une rose rouge, d'un rouge vif brillant, qui est à grosses fleurs, à grosses roses et parfumée, et qui ne demande quasiment aucun entretien. Et c'est rare chez les rosiers à grandes fleurs, puisqu'elle est capable à la fois de résister naturellement aux maladies, comme je l'ai expliqué, mais surtout elle est capable de refleurir, de remonter, comme on dit, sans aucun geste du jardinier. Il n'y a pas besoin d'enlever les fleurs fanées, et elles remontent toutes seules. Et pour un rosier à grosses fleurs, c'est une caractéristique rare. On note, Laure Calamy, c'est son nom. Bon, on a entendu dans le reportage que vous travaillez sur une rose orange parfumée, qui résiste aux maladies, elle aussi. Hein. Bon, on la verra quand sortir, celle-ci? Alors c'est un travail qui a commencé dès 2006. Obtenir, on l'a vu dans le reportage, obtenir une rose orange à la fois parfumée et résistante, c'est un travail de longue haleine. Bah, elle est faite, là, je la vois. Et elle est encore en phase de sélection. Ah, c'est pas encore Non, là, elle est, on va dire qu'elle est à mi-parcours et que l'objectif, c'est d'arriver en fin de sélection en 2025 et fin de sélection 2025, ça veut dire présentation dans les concours à ce moment-là et introduction sur le marché 2 ans après le jugement des concours en 2027 ou 2028. Bon, c'est passionnant. Hein. Quelques chiffres pour votre entreprise, parce qu'effectivement, c'est aussi une entreprise. Hein. 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 8 salariés, plus les saisonniers, évidemment, qui viennent compléter votre équipe. 600 000 rosiers greffés, cultivés en pleine terre sur 2 ans. 80 000 rosiers en container. Vous produisez chaque année 300 000 rosiers. Hein. 200 000 sont mis sur le marché, parce qu'effectivement, en agriculture, on connaît aussi les pertes. Un site internet, hein, j'invite nos téléspectateurs à aller voir votre site internet. Est-ce que dans ce travail d'obtenteur, vous avez parfois des surprises? Oui, alors, on ne vit que de surprises quand on est obtenteur, parce que vous avez remarqué que j'attends depuis très longtemps une rose orange, donc la bonne surprise a mis longtemps avant d'arriver. Et puis alors, on a des mauvaises surprises, ça on en a quasiment, c'est pas le quotidien, mais c'est chaque année, parce qu'on trouve des choses absolument inintéressantes que l'on n'a pas de mal à écarter, et puis parfois on découvre des choses que l'on n'a pas cherchées, mais qui sont intéressantes, et ça c'est aussi des bonnes surprises. Oui, donc on les met en stock. Effectivement. Bon, parce qu'effectivement, c'est aussi ça la richesse de votre entreprise, finalement, hein, c'est ce carnet génétique que vous avez réussi à constituer en une dizaine d'années, hein. Oui, c'est un... Alors, la décision que j'ai prise en 2006 de me lancer dans ce programme de sélection et d'hybridation, c'est évidemment une passion, vous l'avez compris. Je suis né dans les roses et j'ai du mal à vivre autrement. Mais c'est aussi une réflexion sur la transmission d'entreprise et comment apporter une valeur à une entreprise de production agricole, parce qu'on dit toujours que le monde agricole souffre d'une mauvaise rentabilité et d'une difficulté à avoir une valeur ajoutée en termes, et là quand je parle de valeur ajoutée, c'est pas au produit mais c'est à l'entreprise, et pour moi le fait de posséder sa propre génétique et d'avoir un catalogue de variétés, c'est quelque chose d'assez fondamental quand on envisage la transmission d'une entreprise. Parce qu'il faut rappeler, ça aussi, comme dans l'industrie, hein, qu'on dépose des brevets, que vos variétés sont protégées. Oui, les variétés sont protégées pour une raison essentielle, c'est qu'il s'agit de nouveautés issues de l'innovation qu'on a engagé un temps énorme, vous avez vu 8 ans, on a engagé beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et que si on veut avoir un retour sur investissement, il faut avoir un système efficace pour pouvoir se prémunir de contrefaçons. Parce que lorsqu'on a trouvé la perle rare, la variété intéressante qui va vraiment se développer sur le marché, là on peut tenter des concurrents un petit peu malveillants de s'approprier la variété et de s'abstenir de nous payer les royalties qui sont simplement le juste retour du travail de recherche qu'on a fait pendant des années. Donc là les COV, hein, qui est l'équivalent du brevet INPI, finalement, protègent pendant 25 ans. Hein. Voilà, donc il y a un double système de protection pour les variétés, un certificat d'obtention végétale qui est l'équivalent d'un brevet, qui dure 25 ans,
Et malheureusement, comme ce brevet tombe au bout de 25 ans, eh bien, on double la protection de la variété par le dépôt d'une marque. Et comme tout dépôt de marque, tant que l'on protège la marque, eh bien, on peut continuer de l'exploiter et d'en tirer le bénéfice tout en la protégeant de toutes les contrefaçons possibles. Et dans cette même ligne, vous évoquiez tout à l'heure la marque, l'édition des roses, et cette marque que les jardiniers connaissent bien, la marque Eddie Rose, qu'on trouve souvent en jardinerie. Vous êtes le co-créateur de cette marque dans les années 90. Et là, le travail d'éditeur, c'est comme pour un livre. Vous travaillez avec des producteurs qui ensuite vont produire sous licence vos propres créations. C'est bien ça. Donc le métier d'éditeur est à la charnière entre l'obtenteur et le producteur. Le métier de rosieriste est assez vaste. Chez nous, Félix, on en exerce toutes les facettes, de la production, de l'obtention de variétés jusqu'à la production de rosiers et la vente de rosiers. Et à l'intermédiaire, il y a l'éditeur de variétés de roses, qui joue le même rôle qu'un éditeur de musique ou un éditeur de littérature, qui va tester, observer les nouveautés qui arrivent, décider de les introduire à son catalogue et ensuite assurer le lancement de ces variétés, le marketing qui va avec, pour trouver des producteurs en France. Donc Eddie Rose a un réseau d'une 50aine de producteurs répartis sur le territoire français. Et puis ensuite assurer la diffusion de ces variétés depuis les producteurs jusqu'aux consommateurs en passant par les points de vente qui sont généralement les jardineries ou les entreprises de paysage. Didier, on parle souvent d'innovation. On n'avait jamais évoqué cette innovation dans l'agriculture. Quel bel exemple. Ah oui, très très bel exemple. Moi, je suis assez fasciné. J'avais une question à vous poser. La rose, elle vient bien d'Orient à l'origine? Alors, la rose a des origines multiples à travers tout l'hémisphère nord. On ne peut pas dire spécialement que la rose vienne d'Orient ou du bassin méditerranéen, puisqu'il y en a des roses, on en observe aussi bien sur le continent nord-américain qu'en Europe. Et quand on poursuit l'Europe en allant vers l'Asie, on passe par le bassin méditerranéen et on va jusqu'à la Chine. Et donc c'est tout l'hémisphère sud qui compte des variétés botaniques originelles, les fameuses qui m'intéressent pour les croisements de variétés futures. Et ce qui est aussi remarquable, c'est qu'il n'existe pas, à ma connaissance, et je crois parler sous en étant bien informé par un professeur de botanique que j'ai rencontré encore il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle monsieur Maurice Jay à Lyon. Je crois qu'il n'existe pas de variété naturelle de rose, d'espèces spontanées dans l'hémisphère sud. C'est donc une plante de l'hémisphère nord. Ce dont on est sûr, c'est que la rose est une fleur indétrônable. 80% des Français disent que c'est leur fleur préférée. Symbolique de la rose. Oui. Merci beaucoup. Merci infiniment, François Félix, d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup, Didier Bruno. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir Alpes Décideurs sur notre site internet télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.